Bienvenue déjà à ce troisième bloc du 5e symposium du CETREC. Alors, je m'appelle Catherine, conseillère en transfert et en innovation au CETREC. Je suis l'animatrice pour cette séance adaptation des dispositifs de développement professionnel en contexte pandémique. Où en sommes-nous? Je suis accompagnée de France Boisjoli, conseillère pédagogique au Centre de services scolaires des Sommets et conseillère pédagogique ressources à l'école en réseau. Marie-Claude Nicole, directrice d'école en réseau. Nelson Jean, coordonnateur de la FADIO. Maxime Pilchat, stratège numérique cadre 21, et Alexandra Coutelet de l'école branchée. Alors, sans plus attendre, je vous laisse à leur bon soin. Je vous souhaite une excellente conférence. Merci. Bonjour tout le monde. Ça nous fait plaisir de vous accueillir virtuellement, mais on sent que vous êtes pratiquement avec nous. Donc, on aimerait, avant de commencer notre présentation, vous connaître aussi assez rapidement quand même. Savoir, par exemple, qui sont parmi les participants, peut-être en levant le pouce virtuel, sont des enseignants, enseignantes. Est-ce qu'on va voir ça? Sinon, ouais, peut-être dans le clavardage. La caméra fermée, on le voit dessus, le pouce. Ici, ils mettent un pouce. Je pense que oui. Ben bon. Conseiller pédagogique. En levant le pouce. Virtuel. Ah, ça va là. Ah, oui. Direction d'école. Ah oui, on voit. Conseiller pédagogique. Oui. J'essaie de voir en même temps, c'est comme... Oui. Professionnel, les services éducatifs complémentaires. Oui, super. Oui. Ensuite, peut-être chercheurs, chercheuses universitaires. Oui. Et autres professionnels dans d'autres organismes que des centres de services ou des universités. Ah oui, des GCLTD. Super, des draveurs. Merci à tout le monde. Et aussi, on avait demandé ce matin aux personnes qui collaborent, on peut dire ça, qui collaboraient avec nous à la présentation, pourquoi ils avaient choisi cet atelier-là. Si vous avez envie de nous le faire savoir dans le clavardage pendant qu'on débute notre présentation. De cette façon-là, nous, ça nous permet de bien réagir, d'être capable de pouvoir interagir avec vous par rapport à cette présentation-là. Je te laisse présenter le contexte, Maxime. Oui, absolument. Merci, Marie-Claude. Fait que, comme vous... dans le fond, son champ bientôt. C'était sur l'autre. Good. Ah, ben là, restez avec moi. Vous voulez que je fasse ça? Parce que justement, c'est un peu ce qu'on voulait vous présenter quand il y a eu l'appel de proposition pour le symposium. On vient d'organismes différents, puis on avait tous soumis quelque chose, puis on s'est croisés au cours de l'automne, puis là, on s'est dit, hey, on va présenter dans le même bloc, est-ce qu'on devrait présenter quelque chose de collaboratif plutôt que d'y aller justement de façon individuelle? Puis c'est un peu comme ça qu'on l'a planifié, de vous présenter notre propos aujourd'hui, puis on vous invite évidemment à vous joindre à nous en levant la main ou à utiliser le clavardage aussi. Sur l'écran ici, on voit bien le clavardage, fait qu'on va voir ça descendre. Mais on a vraiment le désir de démontrer l'aspect collaboratif, dans le fond, qu'il y a dans l'écosystème autour du développement professionnel, la compétence numérique. C'est comme un peu notre univers et c'est là qu'on se rejoint. Et puis, dans le principe le principe est plutôt le titre, dans le fond, de la présentation d'aujourd'hui, c'est adaptation des dispositifs de développement professionnel en contexte pandémique. Où en sommes-nous? Ça nous a fait justement faire le point chacun de notre côté, puis de voir qu'on a créé plein de choses en collaboration aussi dans les 3 dernières années particulièrement. Il y a déjà des collaborations qui existaient avant, mais il y en a d'autres qui ont fleuri de façon importante pendant la pandémie et qui se poursuivent aussi. Puis on veut mettre ça en lumière aujourd'hui pour vous, toujours au service du développement professionnel de tous les acteurs dans le réseau.
Puis la prémisse de base, c'était de voir que déjà, quand la pandémie est arrivée au printemps 2020, on avait déjà là une ruée d'urgence vers toutes les ressources qui étaient possibles pour venir nous appuyer dans nos habiletés technologiques et numériques parce que l'on passait en enseignement à distance d'urgence. Et puis, autant sur la plateforme du cadre 21 pour ma part que chez mes collègues aussi, disons que nos ressources ont été très sollicitées, on a été très sollicités aussi. Puis, dans une présentation, j'ai fait cette diapositive-là pour parler du développement professionnel dans ce contexte-là. C'est quand il était le temps de venir appuyer le développement de la compétence numérique, mais il n'y avait pas une seule solution pour la formation continue. Il y en avait plusieurs. Évidemment, il y a toutes les ressources locales qui existent déjà, comme vous voyez dans le bas. Il y a des organismes comme nous qui sommes en périphérie du réseau. Il y a des nouvelles créations qui sont arrivées aussi, comme par exemple l'auto-formation J'enseigne à distance, qui a été pilotée par toute une équipe, comme une équipe d'urgence aussi à la TÉLUQ. Et que tout ça pouvait venir vraiment soutenir ce qui pouvait déjà exister dans le réseau pour appuyer cette formation continue-là. Et que tout ça nous ramène, dans le fond, à un principe très en phase avec le cadre de référence de la compétence numérique. Si vous le connaissez, vous l'avez feuilleté un peu, vous savez qu'il y a la dimension 9 qui porte justement sur cette perspective-là de développement personnel et professionnel avec le numérique. Et bien, évidemment, dans une posture d'autonomisation, fait qu'on espère que, dans le fond, il y a eu beaucoup d'apprentissage depuis le printemps 2020. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on peut bâtir, sur lesquelles on peut continuer. Puis c'est pas mal le centre de notre présentation aujourd'hui, avec nos univers respectifs, mais surtout les zones de croisement où est-ce que la complémentarité des offres de services et des ressources qu'on a dans nos organismes sont vraiment plus comment je pourrais dire ça? Puissant, optimal, optimisé, augmenté, même. Je parlais de ça ce matin, Alexandra. Donc, ça se trouve être ça un peu notre propos d'aujourd'hui. Puis, là, évidemment, nos assises, puisqu'on est en périphérie du réseau, nos assises, on a le cadre de référence de la compétence numérique, évidemment. Et puis, on était très enchantés de voir que dans nos années pandémiques, en 2021, voir apparaître la mise à jour du référentiel de compétences professionnelles, là, de ce côté-ci, pour la profession enseignante, et de voir que la compétence 12, mobiliser le numérique, était mise bien en évidence, mais qu'il y avait aussi la compétence 11, qui se trouve à parler de développement professionnel continu aussi. Puis, évidemment, il va sans dire que c'est une réalité qui est tout aussi pertinente pour les autres corps de profession, dans le fond, qu'on a nommés en début, dont les CP, qu'on aime beaucoup, qu'on a nommé 2 fois. Évidemment, dans ce contexte-là aussi, on a vu aussi se déployer ce qui a été amené avec la loi 40 en 2021, qui est venue modifier les articles de la loi sur l'instruction publique et celle de l'enseignement privé aussi, qui stipule en grande partie les mêmes 3 éléments centraux, qu'il y a des heures de formation continue obligatoires qui sont chiffrées à 30 heures sur 2 ans pour le personnel enseignant, que c'est l'enseignant qui choisit ses activités de formation continue. On parle là du concept d'autonomie professionnelle qui est là, donc qui sait quels sont ses besoins, quels sont les besoins de ses élèves, et que l'établissement doit mettre les conditions gagnantes, dans le fond, pour que tout ça puisse se réaliser. C'est sûr que nous, comme faisant partie d'organismes en périphérie du réseau, c'est des éléments de base avec lesquels on travaille et qu'on veut pouvoir contribuer le plus efficacement, le plus en phase, là aussi, avec les besoins de tout le personnel scolaire sur le terrain pour appuyer et engager dans la formation continue, puis pas juste en moment d'urgence, mais pour juste ce qui s'en vient aussi. Voilà la mise en bouche. Wow. La proposition qu'on vous fait aujourd'hui, c'est vraiment aussi une proposition qui est en cours de construction, c'est-à-dire que cette idée d'être en complémentarité, nous, les gens comme les organismes qui sont en périphérie, comme dit Maxime, on est aussi très ancrés dans les milieux scolaires. On rencontre beaucoup d'enseignants, conseillers pédagogiques, tout ce qui est les services éducatifs complémentaires, les gestionnaires également. Et on peut être interpellé et collaborer avec vous quand c'est le temps vraiment d'imaginer les plans d'action, les PVR de chaque centre de service, de chaque école même. Donc, on aimerait que vous le voyiez un peu de cette façon-là. Et vos commentaires, questions nous aident et nourrissent
cette version augmentée, comment on pourrait dire, de la complémentarité et du développement professionnel des enseignants. Donc, vous allez voir que tout au long de cette présentation-là, c'est vraiment des pistes d'idées. Vous avez, Mme Claveau, accès à toute la présentation. Et tout le monde aussi, je vois prendre une photo, mais vous pourrez avoir accès à la présentation et aussi dans les notes de la présentation, vous avez les références auxquelles on parle dans nos présentations. Comme par exemple, j'ai failli tourner au bon moment. OK, c'est bon. Donc, on imagine, on vous a présenté il y a quelques diapos les cadres de référence auxquels le système d'éducation se fie, par exemple, le référentiel des compétences professionnelles, les compétences numériques. Bien sûr, on n'oublie pas le programme de formation de l'École québécoise. Et on a posé aussi un regard sur qu'est-ce qui se passe pour l'avenir de l'éducation à travers d'autres organisations, l'UNESCO, École Branchée fait une thématique là-dessus aussi. Donc, l'idée aussi qu'on pose un regard non pas uniquement sur le Québec, mais aussi à voir qu'est-ce qui s'en vient, quelles sont les réflexions à l'international par rapport à ça? Donc, on vous a mis les références. On réfère aussi au Conseil supérieur de l'éducation qui est là également. C'est une référence qui date quand même et qui est intéressante à revoir et à repenser par rapport à ça. Ça tisse en fait l'idée que les apprentissages, mais on apprend pour toute la vie. Donc, c'est quand même intéressant de garder cette philosophie-là en tête. La phrase qui est écrite fait foi de cela, c'est vraiment intéressant. Donc, comme Maxime le disait, lors de la... Ah oui, vous me laissez tout seul. On met de la focus. Donc, comme Maxime en parlait, le sac à dos de développement professionnel qui a été... Oh, ça change. Qui a été mis en place lors de la pandémie. Bien, École en réseau, comme vous pouvez le voir sur le logo qui est en partage d'écran, existe depuis 2002. Au départ, École en réseau s'appelait École éloignée en réseau. En fait, le ministère de l'Éducation se questionnait à savoir comment pourrait-on faire pour garder les petites écoles éloignées ouvertes et poser cette question-là à une équipe de chercheurs, dont Thérèse Laferrière à l'Université Laval ici. Et à cette époque-là, ce qu'ils ont fait comme hypothèse, c'est qu'on va ouvrir ces petites écoles-là à l'aide du numérique. Ils ont mis en place une collaboration avec le Knowledge Building Institute à Toronto. Et à partir de ce moment-là, on a travaillé avec le e-learning et on a imaginé que la petite école, des enseignants de petites écoles délocalisées pourraient faire du co-enseignement, pourraient collaborer déjà d'une part de leur côté, mais faire collaborer leurs élèves également à l'aide du numérique. Donc, déjà en 2002, on utilisait la visioconférence. On utilisait des outils d'écriture collaborative. Donc, quand on parle de après la pandémie, que retient-on? Nous, quand la pandémie est arrivée à École en réseau, ça a été une bascule beaucoup plus simple parce que les enseignants travaillaient déjà de cette façon. Ils participaient déjà à des activités en visioconférence. Leurs élèves avaient certaines compétences numériques. Nous, on le dit déjà que depuis 2002, on développe déjà la compétence numérique. Donc, on était déjà là-dedans. Alors, notre mission, c'est vraiment justement d'enrichir l'environnement d'apprentissage des classes du Québec, mais à l'aide du numérique, à l'aide de projets liés au programme de formation. Et on a aussi, comme aujourd'hui, on est dans une activité liée au développement professionnel, on enrichit aussi l'apprentissage d'enseignants, de conseillers pédagogiques, de professionnels, de direction. Donc, c'est vraiment lié à tout ça. Et c'est beau de voir que depuis 2002, oui, les outils ont changé, se sont améliorés. Puis il y a eu aussi que le réseau s'est développé, donc autour des écoles, autour des établissements. Donc ça, c'est ça aussi qui est beau de voir que dans le temps, on évolue pour répondre aux besoins. Alors, la prochaine diapo, ça me fait, je suis toujours là. OK. La prochaine diapo présente le visuel du modèle pédagogique de l'École en réseau. Si vous regardez en haut de votre écran, vous avez le logo d'École en réseau où est-ce qu'on voit des personnes qui sont liées, qui collaborent à l'aide du numérique. Le numérique est représenté par l'écran. Donc, ces trois personnes-là sont reliées au sein du modèle pédagogique, du visuel du modèle pédagogique, puisque pour École en réseau, collaborer pour apprendre, mais ça se fait selon un continuum, selon différentes portes d'entrée ou différentes avenues qui ont
la même importance, peu importe la porte que l'on utilise pour s'approprier la collaboration pour apprendre à collaborer, comme France le dit aussi, elle va revenir là-dessus. Bien, les activités en réseau de développement professionnel sont également de différentes intensités, c'est-à-dire qu'une enseignante peut choisir de venir ponctuellement à des activités de très courte durée, comme par exemple des formats profs ou des cafés pédagogiques qui sont animés et développés par et pour les enseignants. Ils peuvent choisir aussi de venir dans une communauté de pratique et vous allez voir tantôt comment on est complémentaires avec nos collaborateurs, nos collègues qui présentent. Et c'est de plus longue durée. On va travailler ensemble, on va co-construire, on va se partager des pratiques, autant des pratiques pédagogiques qui vont être appuyées par le numérique, certains outils numériques. Et on peut aussi, ce que l'on promeut beaucoup dans l'École en réseau, c'est la formation dans l'action, dans le contexte réel de la classe. On va en parler un petit peu plus tard. Mais cette idée-là que quand on participe à une activité avec nos élèves, où est-ce que une approche pédagogique qui est disciplinaire ou peu importe, est appuyée par des outils numériques. On est vraiment dans le concret de la classe et on se lance avec nos élèves. On est accompagné, oui, par École en réseau, par des collègues, par des conseillers pédagogiques. Donc, on est vraiment dans cet aspect-là. Et comme on le dit, les apprentissages deviennent sociaux, donc ils sont collaboratifs. On partage nos idées, notre pensée, notre pratique avec d'autres, nos pairs qui sont au cœur de notre développement professionnel également. La communauté, bien, c'est à l'intérieur de la classe, mais c'est interclasse, donc avec les autres classes et avec les autres professionnels qui tournent autour de nos classes pour pouvoir venir enrichir puis apprendre. Donc, si on continue. Pour la suite, bien, une des dimensions qu'on souhaitait développer puis qu'on voit depuis les dernières années, c'est se former donc dans l'action de l'interclasse. Ça veut dire qu'à l'intérieur même d'une seule classe, ça devient vraiment, on est en posture de communauté parce qu'on apprend ensemble, on va plus loin ensemble, on réfléchit, donc à l'aide de certaines approches, donc plus de socioconstruction, mais aussi des outils, collabos numériques aussi qu'on utilise qui nous permettent d'aller plus loin, d'aller plus loin dans la pensée. Et c'est cette idée-là aussi que la culture de collaboration, elle se déploie, elle se développe grâce au réseau, avec les ressources que nous avons dans le réseau, mais autour de ce réseau-là. Donc, se former dans l'action, bien, c'est être en classe ou avec la classe, avec ses élèves et se placer en communauté pour pouvoir bien, aller plus loin, donc collaborer pour apprendre puis aller plus loin dans cette collaboration-là. Donc, on expérimente à travers certains projets ou des activités dans lesquelles on est avec les élèves, mais on va plus loin puis on expérimente, par exemple, certains outils. On se fait accompagner par des équipes d'école en réseau aussi pour pouvoir développer donc notre pratique d'être plus à l'aise avec tel outil ou tel autre outil pour venir enrichir l'environnement numérique des élèves avec qui on travaille et avec qui on enseigne. Donc, des contextes authentiques qui placent les enseignants à être au cœur de l'action, donc au cœur de leur propre développement professionnel, puis surtout au cœur des apprentissages que nous pouvons faire parce que nous sommes ensemble, donc pour apprendre, pour collaborer et aller plus loin. Donc, on le disait tantôt, il y a un continuum justement dans le développement professionnel à travers les différents types d'activités offertes par l'École en réseau en collaboration avec différents acteurs. Puis, si on regarde ici, on a placé au centre le référentiel des compétences professionnelles justement pour montrer comment on s'installe à travers tout ça, là, comment on offre des activités d'École en réseau qui viennent développer des compétences dans le champ 1, par exemple la 3 et la 4. La 8, le soutenir le plaisir d'apprendre parce que plusieurs enseignants nous disent que leurs élèves adorent venir collaborer avec d'autres classes, de travailler en interclasse, mais eux aussi, ils aiment beaucoup le fait de travailler ensemble, de briser leur isolement, en fait. Par exemple, oui, on parle de petites écoles éloignées, mais même dans un grand centre de service, on peut avoir envie de faire autrement et d'être tout seul dans son école. Donc, on vient rejoindre une communauté pour aller plus loin. On a à peu près une cinquantaine de partenaires du réseau scolaire et aussi extrascolaire pour développer cette idée que les enseignants doivent être des médiateurs culturels. Et quoi de mieux que de collaborer avec des médiateurs culturels dans des contextes authentiques pour co-développer des activités pour nos classes ou pour en vivre avec nos élèves et être accompagnés par ces médiateurs-là. Donc, même des experts scientifiques viennent collaborer avec les élèves. Et on a développé aussi des parcours numériques qui ont été réalisés à partir des gabarits disponibles sur le site du plan d'action numérique où est-ce qu'il y a des gabarits pédagogiques. Donc, vous vous demandez des fois qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, comment on peut accompagner les enseignants. Bien, avec
les parcours numériques qu'on a développés, ça donne une bonne idée. Je pense aussi qu'on peut dire que sur le site d'École en réseau, oui, il y a beaucoup d'informations sur justement ces parcours-là, mais les projets qui sont développés, les projets qui pourraient peut-être allumer vos milieux, qui pourraient devenir des leviers pour contribuer au développement professionnel des enseignants chez vous ou des professionnels dans vos milieux. Donc, n'hésitez pas à consulter École en réseau, là, le site d'École en réseau. Il est dans un des liens de nos diapos, il va être dans la présentation. Oui, dans cette diapo-là, justement, il y a plein de liens. Comme on vous disait, on est en train de construire, bien, on le construit depuis longtemps, mais en train de diffuser cette idée qu'on est tous complémentaires dans l'écosystème des acteurs du numérique. Et cette diapo-là présente justement quelques éléments, et c'est vraiment quelques-uns parce qu'on aurait pu faire qu'une présentation sur qu'est-ce qui est complémentaire entre nos organisations. Par exemple, École branchée, les gens d'École branchée collaborent avec nous à titre d'experts dans certaines communautés de pratique et groupes de travail. Et on rédigé des articles en lien avec nos communautés de pratique de gestionnaires dans un des numéros d'École branchée. On écrit des textes aussi souvent dans les édubrèves et des choses comme ça avec Martine. Donc, on a une belle collaboration avec École branchée. La même chose avec Cadre 21. L'équipe d'École en réseau a collaboré de façon très proximale avec l'équipe de Cadre 21 pour la réalisation d'une auto-formation sur le travail collaboratif. Et on a imaginé une co-formation où est-ce qu'on accompagne des cohortes ou des groupes d'enseignants, direction, conseil pédagogique qui souhaitent s'approprier ces notions-là de travail collaboratif. Et on a travaillé ensemble pour développer des badges justement pour des communautés de pratique des professionnels, mais aussi pour notre colloque. Donc, et ça va encore plus loin là, dans nos réflexions où on n'a pas fini d'entendre parler de nos complémentarités à tous. Pour passer la parole à notre collègue Nelson, on a collaboré et on continue de collaborer avec la FADIO à travers, oui, la semaine de la FAD, mais aussi dans l'écriture de pratico-pratiques liées à nos communautés de pratique. Donc, je laisse la parole à Nelson, à moins que tu aies des choses à ajouter. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, enchanté. Donc, je vous pose premièrement une question à me répondre en clavardage. Savez-vous combien d'établissements forment FADIO en soi? Peut-être la réponse que vous allez la retrouver sur la diapo, mais je vous demande de clavarder pour un petit peu mettre de dynamisme au niveau de votre action de votre côté. Donc, FADIO, c'est 16 établissements. Merci, Sophie. Bonne réponse. Tu mérites un point bonus. C'est 16 établissements interordres qui travaillent ensemble. Vous le savez, parfois, dans un établissement, on travaille en silo, mais dites-vous que nous, en 2013, on a signé une entente de collaboration à travers 16 établissements interordres. Donc, pourquoi avoir combler ce besoin-là? Mais c'était pour répondre à un besoin d'une baisse démographique au niveau du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et de la Madeleine pour être capable de répondre aux besoins de formation. Et comment qu'on l'a comblé? C'est avec la formation interordre pour être capable d'amener les établissements à avancer dans la formation à distance. Donc, on remonte de loin et ça bien avant en soi la pandémie. Tout ce beau monde-là, on les fait travailler ensemble à travers une gouvernance collaborative. C'est quoi une gouvernance collaborative? Vous le voyez un petit peu. C'est un pouvoir qui est centralisé dans les établissements. FADIO n'est pas un établissement en soi, on est un regroupement de 16 établissements dans lesquels on partage, on évolue ensemble, on s'adapte et on se réinvente. Vous allez voir tantôt à travers ma présentation. On priorise aussi une approche bottom-up. Okay? On parle tout le temps au niveau de la pédagogie de partir de l'intention pédagogique, mais nous, en fait, on se connecte en fait au terrain, aux acteurs qui sont dans les classes, qui sont dans les laboratoires, qui sont aussi à la direction pour répondre à leurs besoins. Et ça, je pense que c'est super important d'être groundé, excusez-moi l'anglicisme, mais d'être groundé en soi aux besoins du terrain le plus possible. Le groupe, les 16, on travaille de front pour répondre à un besoin de formation à distance et c'est ça qui fait qu'on profite parfois de l'avancement d'expertise d'un établissement pour le redonner à un autre établissement qui est moins avancé. Et ça, en 2012, on le fait. On a formé près de 1200 acteurs en 2012 au niveau de la formation à distance. On était vraiment très, très loin de la pandémie. On ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver, mais on avait ce besoin-là, en fait, d'être capable de se développer au niveau professionnel. On respecte l'autonomie des établissements aussi. Hein? Oui, on travaille ensemble, mais parfois les établissements veulent aller plus vite, moins vite.
on le respecte à travers ça. Et ça, je pense que c'est important. Et cette réflexion-là se veut interrompre. Vous allez voir tantôt les outils. C'est tous des outils qui ont été développés avec une réflexion pour s'adapter aux primaires, aux secondaires, au collégial et aussi à l'université. Le plus possible, on essaie d'avoir des outils qui peuvent avoir une continuité. On veut un continuum au niveau de la formation à distance, que l'expérience d'un apprenant au primaire va être un peu la même de ce qu'il peut avoir au niveau de l'université, au niveau de la qualité de la formation à distance, au niveau de la réflexion pédagogique qu'on a derrière ça. À travers toutes nos instances, on priorise nos 3 volets. Il y a le volet pédagogique, comme vous le savez, c'est super important, mais il faut penser aussi aux autres volets, le volet technique, la technicalité, les spécialistes en informatique, que sans eux, parfois on n'est rien quand on a des problèmes techniques dans la classe, mais aussi le volet gestionnaire. Et ça, c'est important que ces gestionnaires-là, ces leaderships, ces leaders qui sont dans nos établissements, d'être capables de les amener à avoir une réflexion au niveau de la formation à distance. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce que le prof a besoin? Il a besoin de plus de temps, oui, mais il faut le dire, il faut aussi l'encadrer, il faut avoir des ententes par rapport à ça. À travers toutes nos instances, nos communautés que je vais vous montrer tantôt, on a des valeurs qui sont de la transparence. On travaille en collaboration avec l'ensemble des gens. Et parfois, des gens vont avoir des problèmes, mais ils vont être capables aussi de se les partager. J'ai déjà eu un DG qui avait eu un beau projet. Il a trébuché, il a tombé, mais il était capable aussi de le présenter aussi à ses confrères, ses consoeurs, pour dire, faites attention à telle chose, il m'est arrivé telle chose. Le partage, donc quand je vous dis l'expertise est parfois dans certains établissements, et le réseautage, c'est super important. Le développement par le groupe, on y croit fortement. La confiance, je vous en ai parlé, puis l'entraide mutuelle. Parfois, on a des difficultés. Rien m'empêche d'appeler un confrère, une consoeur ailleurs pour être capable de lui poser des questions. Il t'est arrivé tel problème, je peux-tu échanger avec toi, je peux-tu partager, on peut-tu se réunir, faire un panel, des choses comme ça. C'est comme ça qu'on travaille à Fadio. Et là, vous allez me dire, c'est quoi ça, la plus-value de Fadio? Vous le voyez à l'écran, on a des formations. Quand je vous disais en 2012, on a formé en fait à l'origine 1200 acteurs au niveau de la formation à distance. On s'est rendu compte que ces formations-là avaient une plus-value. On voulait la rendre accessible à tous les acteurs de l'éducation au Québec. Et c'est ça qu'on a fait avec Cadre 21. On a fait un développement au niveau de 5 formations que Maxime va un petit peu parler tout à l'heure, au niveau de la formation à distance. Que maintenant, on est capable aussi de badger une reconnaissance de développement professionnel. Avec ça, on s'est rendu compte aussi que parfois, ça ne répondait pas complètement à notre besoin. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des cohortes de formation. Les profs étaient engagés, mais il y avait un petit besoin qui n'était pas répondu. Ils voulaient échanger, se retrouver avec des personnes qui avaient les mêmes problématiques. On a fait des cohortes de formation et même on a inclus le cégep virtuel dans nos cohortes de formation et ça a amené vraiment une belle réussite au niveau de ces 2 cohortes-là. On a des communautés de pratique. Les communautés de pratique, c'est un terreau super intéressant pour être capable d'amener les gens à partager, à réseauter. Présentement, on a 9 communautés de pratique. L'année prochaine, on ajoute 2 autres communautés. Pourquoi? Parce qu'on se connecte au terrain pour répondre aux besoins. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi vos problématiques? Exemple, pendant la pandémie, on avait une problématique au niveau des laboratoires à distance. Comment je peux faire les cours de laboratoire à distance? Communauté de pratique, on a fait une. En langue, il y avait le même problème. On a fait une. Le problème n'est plus là. Elle disparaît. On s'adapte. Il ne faut pas maintenir des choses qu'on n'a plus réellement le besoin, mais je pense qu'il faut se réinventer et parfois repenser nos choses. À travers nos communautés, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup d'échanges et beaucoup de richesses qui étaient partagées. Et à travers le temps, on a voulu mettre en place la documentation. Et vraiment, c'est un peu ce que Marc-Claude disait tout à l'heure, on a fait des pratico-pratiques. Lorsqu'il y a des échanges, on collige, on fait l'ensemble de l'information et on fait des résumés sur les thématiques qui sont échangées. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que parfois, il y a des gens qui ne sont pas présents, mais ils sont capables quand même de voir et aussi de faire rayonner le travail de la communauté de pratique. Donc ça, c'est vraiment les pratico-pratiques qu'on travaille. Et au niveau des ressources, qu'est-ce que vous voyez aussi, c'est les recto-verso. On a un comité qualité FAD qu'on appelle. Eux se penchent sur la littérature, vont aller explorer différentes thématiques et vont faire des grilles
comme des penses-bêtes que si, exemple, vous désirez mettre en place des projets de formation à distance, bien, vous êtes capable de penser à toutes les choses et de voir que vous n'oubliez rien. Et toutes ces ressources-là, c'est disponible. Hein? Au niveau des recto-verso, c'est disponible. Les équipez-vous aussi. Les pratico-pratiques, il y en a certains qui sont réservés aux membres et d'autres qui sont accessibles par le biais de la semaine de la femme que je vais vous parler tout à l'heure. Le volet expérimentation, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin qui était échangé à travers les techniciens d'être capable de choisir des bons équipements en formation à distance. Donc, on a engagé en fait des spécialistes en informatique, notre communauté, pour être capable de faire des grilles tarifaires, pas des grilles tarifaires, mais des grilles pour aller coter, évaluer les matériels en formation à distance. Et toutes ces ressources-là sont disponibles gratuitement sur le site. Par le biais de la présentation, vous allez être capable d'y accéder. La recherche, hein, on n'est pas un établissement qui fait de la recherche, mais on contribue à mettre en place la collaboration entre les chercheurs et aussi vraiment le bassin que nous avons. Donc oui, on a beaucoup de formations à distance, donc c'est très intéressant pour les chercheurs de venir voir qu'est-ce qui se passe en formation à distance, d'aller mettre vraiment là, au quotidien des choses à la pratique, d'évaluer les choses. Et présentement, on travaille en collaboration pour des projets de transition interordre avec Séverine Parent. Dernièrement, les événements. Vous le savez, on a des événements à grand déploiement. On a le Camp FAD qui a eu lieu à l'automne passé. On avait 50 personnes, plus de 50 personnes qui sont venues présenter des projets, travailler sur des projets de formation à distance avec des équipes au niveau de la squad FAD qu'on appelait pour développer leurs projets. Et aussi, on a la semaine FAD. Hein. Tous ces événements-là, c'est des événements qui permettent un développement professionnel, que vous soyez à la maison, dans votre salon ou dans votre chambre, vous êtes capable d'écouter, de vous développer en soi. Et là, je vois Jérôme qui était aussi au Camp FAD, qui a trouvé ça super génial avec son projet. Merci, Jérôme. Donc, c'est des événements qui vous permettent d'avancer. Hein. Puis même à travers les communautés de pratique, c'est des moments de développement professionnel qui nous permettent d'aller plus loin, qui vous permettent de repenser, de voir autrement. Moi, un peu, mon dicton, c'est de penser en dehors de la boîte. Et les événements aussi, on fait des belles collaborations. Puis c'est un peu avec ce sujet-là que je vais amener la prochaine personne, Alexandra. Donc, souvent, on fait des collaborations. On en fait avec Code 21, on en fait avec École branchée pour des thématiques, ces choses-là. Et on en fait aussi avec... je suis un blanc de mémoire. L'école en réseau. Et on en fait avec École branchée sur des thématiques. Donc, Laurie, elle a fait une belle écriture sur une actualité cette semaine. Vous pouvez le voir aussi en ligne. Donc, des collaborations. Et nous, on travaille en complémentarité. On ne veut pas refaire des choses qui n'existent pas. Exemple, les badges, on le sait que c'est avec Camp 21. On fait de la collaboration. Et c'est le principe de cette gouvernance collaborative-là qu'on a dans les veines, dans notre ADN à Fadio. Donc, voilà, c'est ça, Fadio. Alexandra, à ton tour. Merci beaucoup. Alors, à l'École branchée, on a 3 volets de notre côté. On a un magazine professionnel, des activités pour la classe et de la formation continue qui est tout à fait effectivement complémentaire avec tous mes collègues. Notre objectif à l'École branchée, notre mission, c'est vraiment de soutenir le développement de l'expertise professionnelle des acteurs de l'éducation à l'ère du numérique. Et vous remarquerez que à l'ère du numérique est à la fin parce qu'il vient soutenir, il vient, on le dit tout à l'heure, il vient augmenter l'éducation, le développement professionnel, les apprentissages. Donc, c'est vraiment dans notre mission. La première chose pour laquelle on est peut-être un peu plus connu, c'est notre magazine. On existe depuis 96. Bon, on n'avait pas tout ce numérique-là en 96. Là. Je ne sais pas si ça trahit mon âge, mais à l'école, on n'avait pas ça, des ordinateurs en 96. Donc, on a évolué d'un blog, d'un magazine, de l'actualité en ligne que vous allez retrouver par nos infolettes et sur les réseaux sociaux aussi. Donc, on s'adapte continuellement. Ce qu'on fait avec nos actualités et notre magazine, c'est de mettre en lumière des projets de nos partenaires, mais des projets aussi dans vos milieux. Donc, vous allez retrouver par exemple, un enseignant qui a utilisé Minecraft pour faire du français dans sa classe et vous allez retrouver des communiqués du ministère, vous allez retrouver des nouvelles auto-formations de Camp 21,
2021, une nouvelle communauté d'apprentissage avec École en réseau. Comme l'a dit mon collègue, ben, des fois aussi, on a des partenaires qui participent aux activités. Des fois, je participe avec École en réseau. On a Laurie chez nous qui participe à la FADIO aussi. Donc, vous allez retrouver souvent des petits résumés parce qu'on écrit beaucoup, on publie beaucoup de ce côté-là. L'autre volet, ce sont nos ressources pédagogiques. Nos guides Scoop, ce sont des ressources pédagogiques pour les enseignants qui les guident dans l'intégration du numérique. Donc, qu'est-ce que c'est? Je le vois un peu comme une espèce de cahier pour le prof qui lui donne des idées par rapport à une thématique de comment intégrer le numérique dans tout ça. Donc, c'est clé en main sans être nécessairement je pars et je m'en vais en classe parce qu'il y a un processus de réflexion et de choix à faire. Donc, il va y avoir, par exemple, une activité sur la cabane à sucre, qui est comme dans le bon temps de l'année pour ça, et qui va décortiquer des idées d'activités qu'on pourrait faire avec cette thématique-là qui intègre le numérique. On va suggérer des outils, suggérer des façons de faire. Le prof part avec ça et peut tout à fait intégrer ça dans sa classe. C'est particulièrement intéressant aussi en insertion professionnelle. On en voit de plus en plus que ça peut servir d'amorce de réflexion. On vient d'arriver dans une classe, on ne sait pas trop par où commencer, mais ce sont des guides qui peuvent aider de ce côté-là. Et on a notre volet de formation qui a évolué beaucoup dans les dernières années. Avec la pandémie, on en a même créé un nouveau qui s'appelle les Créacamp Découvertes. On ne pouvait pas se déplacer dans les milieux, donc on a basculé au virtuel et c'est une formule qu'on a conservée. Les découvertes, ce sont des formations d'1 heure qui se donnent soit le midi, soit à 4h30, soit à 19h30. Donc, ça laisse une latitude aussi. On sait que ce n'est pas toujours facile, les libérations personnelles et autres. Donc, de l'offrir à distance, ça peut aider à ces heures-là. Et c'est disponible aussi en rediffusion. Donc, une autre façon d'offrir le tout qui est flexible. Les activités découvertes d'1 heure, ben, c'est sur une variété de sujets. Toujours comment intégrer le numérique dans la pédagogie. Ensuite, on peut se déplacer sur place et venir donner une formation sur place. Et on a nos journées de Créacamp qui sont vraiment des journées où on prend la journée au complet pour approfondir une thématique. Donc, notre offre ressemble à ça. Et je passe la parole à M. Pelchard. Ouais. Merci, Alexandra. Je vois Jérôme qui écrit dans le clavardage « On l'aime, l'école branchée », mais nous aussi. D'ailleurs, on est bien contents de pouvoir faire cette présentation conjointe. C'est beaucoup d'informations, hein, je présume. À la maison, je présume que vous êtes peut-être en train aussi dans une autre fenêtre, d'aller voir ces ressources-là en direct aussi. Je prends quelques minutes pour présenter un peu la place de cadre 21 dans cet écosystème-là. Le cadre 21 a été lancé officiellement en janvier 2016. Hein, fait qu'on était bien avant la pandémie, mais c'est relativement jeune dans l'écosystème. Et ça se voulait une réponse à un besoin de formation continue pour toute la francophonie. Au niveau des premiers sujets qui ont été mis en ligne à ce moment-là, autour de la compétence numérique, des stratégies pédagogiques, le soutien aux apprenants aussi. Donc, il y a une plateforme d'auto-formation qui a été mise en place avec des ressources, mais aussi avec un système de badge numérique pour la reconnaissance de cette formation continue-là. Parce que dans la mission du cadre 21, il y a le soutien, la valorisation du développement professionnel en éducation et que, justement, de garder des traces de sa formation continue peut faire en sorte de valoriser et d'engager tous les acteurs qui s'y mettent. Et puis, lorsqu'il y a eu le lancement du plan d'action numérique en 2018, on a fait partie de l'effort pour pouvoir propulser ce plan d'action numérique-là, parce que dans les budgets qui avaient été mis en place, il y avait une partie, évidemment, pour l'aspect matériel, il y avait une partie également pour la formation continue du personnel. Et c'est là qu'on est arrivé avec nos auto-formations qui sont transversales, qui sont interordres aussi, donc qui ne sont pas spécifiques à un programme ou à une matière. Ils se trouvent à couvrir large. Et dans cette dimension interordre aussi, on en a parlé à quelques reprises depuis le début de notre présentation. Et donc, le soutien financier du ministère a permis de donner accès, dans le fond, à tout le monde dans le réseau québécois, du préscolaire jusqu'à l'universitaire aussi dans le déploiement. Et évidemment, quand est arrivée
la pandémie au printemps 2020, ben, notre plateforme a été particulièrement sollicitée au printemps pour aller justement piger dans les éléments qui étaient disponibles dès maintenant à distance aussi. Ça a permis aussi de venir comme tester, bonifier aussi notre offre. Puis, comme certains l'ont dit, ça a permis aussi de mettre des expertises en collaboration aussi, comme l'exemple qui a été présenté par Marie-Claude tout à l'heure d'École en réseau, une auto-formation qui était déjà sur les rails en 2019 pour le travail collaboratif. C'était très, très, très à propos lorsqu'il est arrivé l'année pandémique 2020. Et même chose, justement, dans cette perspective collaborative et d'expertise, qu'il y avait déjà des discussions pour encapsuler les formations présentielles qui étaient données par la communauté de Fadio dans les milieux, puis d'en faire bénéficier tout le réseau. Pendant la pandémie, on a travaillé fort pour les rendre justement, les transposer de leur formule présentielle à une formule autoportante et totalement asynchrone aussi dans le réseau. Et ça, c'est ce qui a développé l'axe que vous voyez là, qui est la formation à distance. Il y a 5 auto-formations qui sont reliées à cette thématique-là. On a ajouté le leadership et l'accompagnement aussi parce qu'évidemment, il y a de plus en plus de personnes, puis ça, c'est peut-être une conséquence positive de notre séjour pandémique. D'avoir beaucoup de personnes qui sont maintenant sollicitées pour épauler, pour donner le leadership. Ce n'est pas juste les personnes qui sont en direction, c'est aussi tous ceux qui peuvent épauler, donner un coup de main, mentorer dans leur milieu aussi, sous toutes sortes de responsabilités. Donc, on a des auto-formations de ce côté-là aussi et d'autres avec nos partenaires. Le canevas de base se trouve être pas mal le même, c'est-à-dire que lorsqu'on se crée un compte sur la plateforme avec son adresse courriel institutionnelle au Québec, donc ça donne accès à tout le répertoire sans frais en tout temps. Ça crée par défaut un portfolio professionnel aussi. Donc, c'est un point de départ qui permet d'aller piger selon nos besoins dans les auto-formations qui sont proposées. On vit des apprentissages, puis on incite les gens à aller jusqu'au bout de la démarche pour pouvoir aller encapsuler, dans le fond, les traces de cette formation-là dans un badge numérique. Le badge numérique, ce n'est pas qu'une simple image, ça transporte aussi les traces qui viennent avec la démonstration de compétences et d'habiletés qui sont faites, qui sont traitées dans la formation. Et notre modèle propose aussi que dans la demande de badge numérique, il y a quelqu'un qui va lire la demande et qui va envoyer un courriel personnalisé pour une rétroaction sur ce qui a été proposé là-dedans. Et le badge numérique va se déposer dans le portfolio. Et on espère que ça démarre une roue positive d'engagement et de valorisation dans le développement professionnel. Évidemment, ce principe-là, on a bien vu rapidement, à force de collaborer, qu'il n'était pas juste pertinent et utile avec les auto-formations qui sont créées avec les collaborateurs avec qui on travaille au cadre 21, mais aussi avec les autres organismes qui œuvrent aussi en formation continue, qu'ils soient des associations professionnelles ou d'autres organismes comme ceux qu'on est là réunis aujourd'hui. Et puis c'est comme ça qu'au-delà des exemples que je vous ai donnés avec des auto-formations qui ont été coélaborées ensemble, on vient aussi reconnaître avec le badge numérique de la formation continue qui se vit en dehors de notre plateforme d'auto-formation, comme par exemple dans les événements. Fait les exemples qui sont à l'écran sont bien évidents, que ce soit le colloque d'école en réseau, les créacamp de l'école branchée, la semaine de la FAD de Fadio. Donc, ça fait déjà plusieurs années, dans le fond, qu'on est là comme partenaire pour aider à encapsuler les expériences qui sont vécues dans des événements de formation continue ponctuelle et puis qu'on vient garder une trace et qu'on peut ajouter à notre portfolio. On est allé plus loin, dans le fond, avec ça parce qu'évidemment, il y a d'autres formes aussi. Il y a des cohortes qui sont accompagnées, comme par exemple celle qu'École en réseau a fait avec des professionnels. Et notre tout dernier né dans le genre, c'est les badges de lecture professionnelle. On parlait tout à l'heure de la loi 40 et des nouvelles modalités qui ont été intégrées relativement au point sur la formation continue. Si vous allez relire de ce côté-là, vous allez voir que lecture professionnelle est indiquée comme une activité de formation continue reconnue. Mais comment en garder trace et tout ça? Bien là, le badge numérique devenait un outil intéressant, puis on l'a testé notamment avec nos amis chez l'École branchée.
qui ont un magazine. Donc, on a développé comme un formulaire dans lequel les personnes peuvent venir déposer des traces de choses qu'ils retiennent, de choses qu'ils veulent intégrer dans leur pratique, qui trouvent qui c'est utile à explorer avec leurs élèves. Et puis, on encapsule ça dans le badge numérique, puis on vient le déposer. Et tout à coup, la lecture professionnelle, qui avait l'air d'une action de formation continue un peu floue, prenait du corps, puis surtout gardait une trace et venait se déposer comme une activité, dans le fond, de formation continue qui est différente, parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Et puis, ce genre de reconnaissance-là, on l'a déployé avec un paquet d'autres partenaires. Vous avez là une partie une mosaïque, dans le fond, avec un paquet de partenaires avec qui on travaille dans tous les réseaux, beaucoup d'associations professionnelles, d'autres organismes qui travaillent en éducation, en enseignement supérieur également. Donc, on est interhors de ce côté-là pour venir reconnaître et valoriser la formation continue. Puis, voilà, fait que si vous voulez aller un petit peu plus loin, bien, vous avez juste à aller à cadre21.org, vous créez un compte. Vous allez de ce côté-là démarrer votre profil et peut-être dire comme « Hey, mais ces activités-là, j'en ai déjà faites, je vais aller les ajouter à mon portfolio. » Et bien, j'en profite pour appeler tous mes amis ici avec moi pour qu'on puisse faire le mot de la fin notamment en partant de ce principe que la formation continue, le développement professionnel, ça se vit de différentes façons, dans différents contextes pour répondre à une diversité de besoins. Donc, il n'y a pas juste une façon de le vivre. C'est un peu sur cette prémisse-là qu'on avait démarré ces discussions pour en venir à faire une présentation conjointe. Et puis, j'en profite pour amener à l'avant-plan cette matrice du développement professionnel qu'on avait réfléchi au cadre 21 avant la pandémie. Ça date de 2019, si je ne me trompe pas. Pour venir, c'était tout d'abord une réflexion sur notre propre offre de formation continue, de dire que des auto-formations pourraient se vivre dans d'autres contextes que si vous analysez un peu à l'écran, ce qui serait le cadran 3, c'est-à-dire une personne tout seule qui s'occupe de sa formation continue et qui la vit seule. Elle peut s'intégrer dans d'autres contextes, que ce soit en équipe, que ce soit accompagné, que ce soit justement en grand groupe. Et puis, ben, on le voit que c'est une perspective qu'on peut faire encore plus large avec les différentes activités de formation continue qui peuvent se faire et se vivre et s'animer dans les milieux. Et que pour une même démarche de formation continue sur un sujet, sur un enjeu, qu'on va se trouver à vivre un continuum d'action qui ne se retrouve pas toujours dans le même cadran, parce que des fois, ça va se vivre en grand groupe, des fois, ça va se vivre en sous-groupe, des fois, ça va se vivre individuellement, et que pour répondre aux différents besoins de formation continue, ben, ça prend peut-être aussi une diversité d'offres avec des expertises complémentaires qui sont là dans le réseau. Peut-on dire, Maxime, que l'on butine à travers les 4 cadrans pour faire un lien avec notre prochaine diapo? Qui vraiment, je te laisse prendre ta Mais oui, tu disais? Peut-on dire que l'on butine? On trouvait que notre image ressemble à une marguerite. Une marguerite parmi 30 d'autres. Ben, c'est ça, parce que dans le fond, là, c'est la dernière image qu'on a concoctée pour notre visuel de présentation aujourd'hui. Puis on en venait essayer de voir comment on peut montrer notre complémentarité, mais aussi mettre en lumière une certaine forme d'expertise, dans le fond, qu'on apporte de notre côté. Puis rapidement, on a bien vu que oui, ça touche les compétences numériques, oui, ça touche les compétences professionnelles, les deux en même temps, avec tout ça se touche, mais que c'est aussi aujourd'hui, dans cette heure-ci, que le focus sur une zone, dans le fond, relative au développement professionnel, et qu'il y en a plein d'autres, et c'est là que les autres cercles que vous voyez là, en filigrane qui sont là, qu'on pourrait faire le même exercice dans d'autres zones, mais que par le biais du symposium, on a pris le temps de s'asseoir pour réfléchir puis de mettre en image puis en lumière nos zones de complémentarité et comment ces complémentarités-là, peut-être accélérées ou augmentées par le contexte pandémique, ont fait fleurir, dans le fond, différentes nouvelles façons de collaborer puis de mettre nos expertises en commun, toujours au service, dans le fond, du terrain. Terrain, Marguerite. C'est un jardin qu'on cultive ensemble. Jardin de développement professionnel. Voilà. Donc, à travers toutes les réalités des centres de services, des écoles, comme on le disait, vos PVER et tout ça, bien,
une marguerite qui est la vôtre peut s'inspirer de la nôtre et de d'autres acteurs aussi du réseau Le Récit et les acteurs de votre centre de service aussi avec qui on collabore beaucoup et qui pourraient être justement des collaborateurs de cette marguerite et ajouter une pétale. Hein? On peut continuer. Oui, absolument. La métaphore se poursuit. La métaphore se poursuit. C'est pas fini. Donc, on a terminé. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à nous les transmettre, soit par le clavardage ou ouvrez votre micro sans problème. C'est correct. On en profite pour vous remercier du précieux temps que vous avez pris dans votre horaire pour être avec nous en ligne pendant cette heure-ci. Est-ce que ça réagit? Il n'y a pas toujours quelqu'un qui brise la glace. Oui. Ou on interpelle quelqu'un. Non, c'est bon. Alors, merci Jérôme qui nous a envoyé beaucoup d'amour dans le clavardage depuis le début. C'est bien apprécié. Toujours en direct du Texas, Jérôme. Toujours. Oui, oui. Merci à vous. Je n'ai pas de questions, mais c'était vraiment très intéressant ces présentations. Merci. Merci. Merci Marie-Josée pour votre commentaire. C'est apprécié. On la connaît dessus. C'est une autre pétale. Une autre pétale. Merci Jessica. Donc, voilà. Je suis déjà satisfait. J'aime beaucoup, j'ai appris beaucoup de nouvelles possibilités. Effectivement. Effectivement. C'était le but. Check. C'est un certain but de découvrabilité de ce qui existe déjà dans l'écosystème aussi, puis de voir que c'est interrelié, puis que quand on s'en va vers un, ça va peut-être nous amener vers l'autre aussi là, par la force des choses. Et c'est tant mieux. Un grand merci là, à nos conférenciers conférencières pour cette séance. Merci également aux participants qui étaient avec nous. Alors, je vous rappelle que la présentation sera déposée sur le site du 5e symposium du CETREC. Ça sera publié là, dans nos réseaux sociaux ainsi que dans l'infolette du CETREC une fois que ça sera fait. Alors, il reste une dernière activité qui est l'activité de clôture qui aura lieu à 15h45. Alors, restez avec nous. Pour la suite, là, vous avez le droit à une petite pause en attendant. Alors, je vous remercie beaucoup encore une fois. Puis, une bonne fin de journée. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci.